Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait la France s'il faisait juste 2 degrés de plus en moyenne ? Ce chiffre des 2 degrés, on l'entend tout le temps et depuis longtemps, mais j'ai quand même l'impression qu'il a un peu perdu de son importance, de sa valeur critique. Parce qu'en vrai, c'est difficile d'imaginer que 2 degrés, c'est pas juste le plaisir d'enlever un pull. J'ai rencontré 3 consultants de BL Evolution qui ont créé le projet La France à 2 degrés. C'est une série de 6 histoires courtes qui mêle des ressources scientifiques et de la fiction pour qu'on se projette dans les chamboulements de la vie quotidienne d'une France à plus de degrés. On a travaillé ensemble pour créer une version audio immersive de ces récits et en faire un projet collaboratif. Toutes les voix de l'histoire qui suit sont enregistrées par des employés de BL Evolution. Dites-moi ce que vous en pensez avec un commentaire ou sur les réseaux, partagez ces histoires autour de vous et surtout, bonne écoute. Yo 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 tout le monde, c'est Carcus, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très bien, il est 18h et vous êtes déjà 35 600 connectés. Un grand merci, comme toujours ça fait chaud au cœur et sans vous on serait pas là. J'espère que vous avez kiffé le live jeu vidéo de la semaine dernière, c'était vraiment dingo malgré le gros problème de triche en milieu de partie. Tandis qu'il parle, le chat s'anime. Des milliers de personnes connectées commentent instantanément le moindre de ses propos. Je ne comprends toujours pas les gens qui trichent. C'est quoi leur délire ? C'était dingue cette soirée. Hâte de voir le replay sur YouTube. Ouais, on a bien rigolé, on remet ça la semaine prochaine, mais en attendant, comme un samedi par mois, c'est... Il laisse un blanc comme pour faire durer le suspense. Mais tous les internautes savent très bien quelle va être la suite. Des centaines de messages sont composés comme avec un seul clavier. Climate Twitch. T'es où, Carcus ? Waouh, ça a l'air beau là où tu es. Carcus sourit. Eh ouais, vous avez raison, Climate Twitch. Bon, les amis, je suis actuellement en Haute-Provence, à plus ou moins 1000 mètres d'altitude, et comme d'habitude, le lieu restera secret pour éviter les enquiquineurs qui viendraient gêner ce live. Derrière moi se trouve une garrigue, à un petit kilomètre à droite, une jolie forêt, et à gauche, vous verrez plus tard. Vas-y Léa, montre-leur avec la caméra. La caméra fait un tour à 360 degrés, montrant un paysage à la fois aride et luxuriant, fleuri et sec, vert et jaune. La pierre sèche, calcaire, qui affleure par endroits, prend une teinte orangée avec le soleil déclinant. La colline sur laquelle Carcus se trouve s'étire jusqu'à un vallon encaissé, creusé par un rude désormais asséché. Les collines et les plateaux se succèdent, ainsi jusqu'au contrefort des Alpes, dont les sommets se dressent fièrement au loin, légèrement voilés dans la torpeur estivale. Je vous cache pas qu'il fait encore très chaud. Combien tu dis ? Il faisait 45 degrés tout à l'heure. Ah ouais, 45 degrés. Je pense que vous pouvez le voir à mon front qui dégouline de sueur, c'est chaud. Il s'approche de la caméra en soulevant un peu sa casquette. Dégueu. Bref, pourquoi je vous amène ici ? On va voir plein de trucs de fou, restez bien connectés, vous allez pas en croire vos yeux. On va tout de suite faire un tour dans la garrigue derrière moi. Je suis avec Thomas, qui est animateur au CPIE du coin. Un CPIE, c'est une organisation qui sensibilise les gens aux enjeux environnementaux. Et alors Thomas, l'acronyme CPIE, ça veut dire centre pour la ? C'est Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Ok, on remercie tous Thomas d'être là, on va passer un peu plus d'1 heure avec lui et il sait qu'on n'y connaît rien en biodiversité. Donc merci Thomas pour ta patience. Merci Thomas. Ça se voit, Thomas, il en a déjà marre de nous, MDR. Ils avancent au milieu des genêts, des roses trémières, des églantiers aux fruits rouges et de quelques arbres rachitiques. Ils se faufilent à travers de hautes graminées. De multiples spigao s'accrochent à leurs chaussettes. Ils repèrent un figuier de barbarie mal en point, avec sa forme arrondie caractéristique et ses longues épines. Une espèce envahissante qui a encore du mal à prendre pied sur les hauteurs, comme ici, mais qui a déjà colonisé toutes les vallées provençales. Thomas explique à Carcus. Là, on est sur 3 mois sans pluie significative, alors forcément, c'est un peu sec. C'est lié au changement climatique ? Tout à coup, un lapin bondit hors d'un buisson et disparaît de l'autre côté du chemin. Thomas esquisse un sourire avant de répondre. Je comprends pas qu'on me pose encore cette question. Mais rassure-toi, t'es pas le seul, hein. Oui, évidemment, le changement climatique est à l'œuvre. En cumul annuel, on a un peu perdu, mais la différence est assez légère. Par contre, les étés sont clairement plus secs, les pluies sont moins bien réparties, on a des épisodes d'orage plus violents, plus forts. D'ailleurs, regarde, on distingue bien la trace du dernier en date, ça a raviné. Sur son flanc ouest, la colline est effectivement marquée de multiples cicatrices encore visibles, comme si un félin géant y avait planté ses griffes. Ok, et tu me disais tout à l'heure que cette garrigue, elle est récente ? Exactement, elle a une 20aine d'années. Elle sépare 2 forêts, d'un côté sur la partie plus escarpée une majorité de chênes blancs, de l'autre en contrebas un peuplement de pins. Avant cette garrigue, on avait une vraie forêt de chênes blancs. Elle rejoignait celle que tu vois là-bas.
Non, plus à droite, regarde, on aperçoit la lisière. Ça, c'est des arbres qui ont échappé aux multiples incendies, et ceux qui ont brûlé ont fait de belles repousses. Le chêne blanc, c'est une espèce qui s'accommode du feu. Il réajuste son couvre-chef, sort une gourde et boit une gorgée d'eau avant de reprendre. Mais la forêt qui se trouvait à la place de cette garrigue n'a pas pu repartir. C'est trop bas, trop sec. Son regard se perd, il plonge dans ses souvenirs. J'habitais pas loin quand j'étais gosse. J'ai le souvenir de l'odeur d'humus en automne. On venait écouter le brame du cerf près d'une clairière non loin d'ici. L'ombre des arbres en été, les feuilles marron au début du printemps, ils ne les perdent que quand les autres repoussent. C'était une forêt imposante. Enfin, je crois. J'étais petit et peut-être que les arbres me paraissaient grands. En revanche, je me souviens très bien des incendies. Le ciel nocturne, rouge sang. Les évacuations répétées au village. Le grondement des canadaires. Et surtout l'odeur du bois brûlé. Encore aujourd'hui, impossible d'habiter dans une maison avec un poêle. C'est la succession d'incendies qui a empêché la végétation de reprendre en hauteur et les chênes de grandir. Après un court silence, il reprend. Ces chênes sont une essence vraiment remarquable. Comme la plupart des chênes méditerranéens, elle peut repartir d'une simple souche après un feu. On en a la preuve devant nous. Il désigne une poignée de jeunes chênes au milieu de la garrigue. Le chat commente. Théma, les arbres comme ils sont beaux. Qui se souvient du jeu vidéo Spirit 2 de l'ONF? Ils en parlaient dedans. J'ai joué au 1, qui marchait pas hyper bien, mais marrant. Les chênes blancs, c'est des chênes pubescents, non? Et l'espèce monte en altitude, c'est ça? Ça laisse de la place à la garrigue. Ah, c'est ça. T'as bien bossé le sujet avant de venir, toi, non? J'ai une équipe de prod derrière, on va pas se mentir. Il s'éloigne en direction de l'est, puis grimpe sur un mur en pierre sèche. Face à eux, une étendue de troncs d'arbres brûlés. Le Mordor! De ce côté, on a eu un terrible incendie l'année dernière. Tu vois, il a couru sur la crête en face jusqu'à nous. Les feux de forêt ne sont pas en soi une mauvaise chose, mais la virulence de celui-ci nous a surpris. On a beau mieux gérer les forêts, on a de plus en plus d'incendies. On avait un incendie tous les 5 ans, désormais c'est pratiquement tous les 2 ou 3 ans. Et il y a quelques bosquets qui n'ont pas brûlé là-bas. Ouais, c'est des espèces plus résistantes à l'incendie, et des zones où on a pratiqué du brûlage contrôlé, et qu'on a nettoyé régulièrement pour éclaircir les sous-bois. Le feu est passé au sol, mais il n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, et ça n'a pas touché le feuillage. En revanche, une bonne partie de la forêt qui était privée, mal entretenue, très dense, là ça a brûlé très fort et on n'a plus grand-chose debout. Ah ouais, à quel point? La pinette qui s'étirait jusqu'au champ, tu peux la voir d'ici, à 3 km grosso modo. Eh bien, elle a complètement cramé sur des centaines d'hectares, ça a été un vrai crève-cœur. Pour la première fois, on a fait face à un orage de feu. Les renforts de pompiers venus d'autres régions n'ont pas réussi à le contenir. Oh, l'enfer! Thomas soupire. Dans ses yeux brille une lueur triste. Un orage de feu? On dirait un truc qui sort d'un jeu vidéo. Bah, j'aurais préféré que ce soit de la fiction. Imagine un incendie qui chauffe très très fort et sur une grande surface. L'air chauffé monte vite en altitude, il se refroidit, se condense et forme des nuages. Ces nuages peuvent devenir des orages. Mais comme l'air est très sec, la pluie n'atteint jamais le sol. Donc on a un cocktail explosif, des vents violents et chaotiques, des impacts de foudre et des braises qui se promènent dans tout le département. Très compliqué pour les pompiers. On bénéficie du retour d'expérience des Australiens et des Américains qu'on a largement mis à profit. Il mime les aiguillemets avec ses doigts en prononçant « bénéficie ». Ouais, tu m'étonnes, ils doivent déguster eux aussi. Kirkus, tu peux demander à Thomas si c'est pas un chêne vert là? Ah, on me demande dans le chat si c'est un chêne vert, et oui, c'est bien un chêne vert. L'espèce migre d'année en année plus au nord et plus en altitude. C'est complètement dingue d'en trouver un ici, pas vrai? Je dirais pas que c'est complètement dingue. Il y a 40 ans, on pouvait déjà en trouver jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Mais c'était rare et dans certaines conditions précises. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, il est très à l'aise à 1000-1200 mètres, là où il aurait été aux limites de sa niche biologique il y a quelques décennies. Tu remarques rien? Kerkus jette un œil à la ronde et hausse les épaules. Regarde les patchs forestiers qui n'ont pas brûlé. Le plus important aujourd'hui, c'est de diversifier. L'ONF s'y attelle depuis 20 ans. Quand on perd des arbres à cause du scolyte, de la sécheresse, des incendies, de la pollution ou des coupes rases, l'ONF replante plein d'espèces différentes en faisant attention à ce qu'elles soient dans les bonnes conditions pour pousser, tu vois. Celles qui aiment la lumière d'abord, puis les autres. Plus on a des forêts diversifiées, plus elles résistent. Aux ravageurs? Oui, mais aussi au chaud, au froid, au sec, au feu. Quoi qu'il y ait bien quelque chose contre lequel on ne peut rien. C'est quoi? La connerie humaine. Allez hop, le replay sur YouTube démonétisé, MDR. C'est bien une phrase de millénial, ça.
Ils se redescendent au milieu de la garrigue. 2 magnifiques guêpiers, oiseaux à la robe chantoyante et multicolore, passent au-dessus d'eux, en poussant leurs cris roulés caractéristiques. L'espèce apprécie la chaleur et s'étend dans toute l'Europe. Quercus se gratte nerveusement la tête. Ne sachant pas trop comment rebondir après la dernière tirade de Thomas, soudain il s'exclame. Tiens, Léa, approche la caméra, s'il te plaît. Regardez ça, c'est de la lavande avec ses reflets violacés. C'est peu courant, hein. La lavande aussi, c'est carapaté en attitude. Elle subit aussi de plein fouet les attaques de parasites, comme la cicadelle, un insecte qui s'attaque aux racines. Thomas s'accroupit, effleure du bout des doigts le brin de lavande. Tout cela avec délicatesse pour ne pas l'abîmer, mais juste assez pour avoir l'odeur sur ses doigts. Quercus en profite pour boire de grandes gorgées d'eau fraîche. C'est peut-être ça le plus gros impact qu'on observe aujourd'hui. La Provence de Pagnol est en train de gagner du terrain sur celle de Giono. Là, on est à plus de 1100 mètres d'altitude et pas loin de 120 bornes de la mer. Et par endroits, tu verras que déjà le chêne vert prend sur le pubescent, et plus haut que le pubescent prend sur les résineux d'altitude. Et plus bas, là où le chêne vert ne tient plus, on a parfois des collines nues. Comme dans La gloire de mon père, tu vois ? Les viewers, vous connaissez La gloire de mon père ? Mais heureusement qu'on connaît, ouais. J'adore. Bien sûr, je l'ai lu. La quoi? C'est un livre de Marcel Pagnol, lisez-le, c'est top. Il y a un film des années 90 aussi, pas mal du tout. Oh, attends, regarde. Thomas lui saisit soudainement le bras. Un majestueux papillon blanc, tacheté de noir et ponctué de 2 cercles rouges sur les ailes, surgit de derrière un buisson, virevolte devant Quercus, Thomas et Léa, jouant avec les courants d'air chaud, puis se pose sur un chardon. Son corps recouvert d'un duvet s'agite doucement. Il bat légèrement des ailes. Devant sa grâce, tous les 3 se taisent et observent, ébahis. La caméra woman s'est approchée avec douceur et filme l'insecte qui ne semble pas s'en émouvoir. Le chat s'est tu, lui aussi. Cela n'arrive jamais. Mais peut-être les milliers d'internautes, derrière leur écran, plissent-ils les yeux en même temps, lâchant un instant le clavier de leur ordinateur ou de leur smartphone, indécis, incertains. Qui peut encore se targuer de voir des papillons d'une telle beauté ? Le compte des 100 000 viewers vient d'être atteint. Personne ne célèbre, pas même Quercus. Puis, sans doute lassé par toute cette attention indiscrète, le papillon décolle à nouveau, tourne 2 fois autour des 3 humains, puis disparaît. Le silence se prolonge quelques secondes avant que Quercus ne s'exclame. Incroyable. Il était magnifique. J'ai jamais vu de papillon comme ça. Est-ce que c'est fréquent ? Non, c'est exceptionnel. Tu sais de quelle espèce il s'agit ? Allez, on est 100 000 et on n'a pas un seul spécialiste des papillons. Un Apollon ? Quelqu'un dans le chat parle d'un Apollon. On peut pas être sûr, il faudrait vérifier. C'est une espèce rare. Léa, tu l'as filmé ? Et le chat, vous en avez pensé quoi ? Ouah, je tremble encore d'excitation, regardez ma main. La caméra, elle aussi, tremble légèrement, illustrant l'émotion de Léa. Le chat est en effervescence. Des milliers de messages sont postés chaque minute et les modérateurs, à Paris, ont du mal à suivre. Un Apollon, une espèce pratiquement disparue dans la région. Je crois pas en avoir vu aussi bas de toute ma vie. Ouah, un papillon rare en plein direct, j'en reviens pas. Les 2 hommes s'assoient, spontanément à l'ombre d'un néflier sauvage pour souffler. Tant en raison de cette apparition merveilleuse que du fait de la chaleur écrasante. Pendant un instant, Quercus oublie les dizaines de milliers de viewers qui observent la scène, perdus dans la contemplation de la garrigue et des collines de Provence. Et si, derrière leur écran, les viewers ne sentent pas le vent chaud qui souffle sur leur visage, ni l'odeur de teigne et de sarriette, c'est comme s'ils étaient là eux aussi, assis, au milieu des nouveaux territoires conquis par la garrigue. Thomas finit par faire remarquer. Et là, si tu tends l'oreille, tu constateras peut-être que les cigales ne chantent plus. Il fait trop chaud. Il va falloir s'habituer au silence.